Alors, sur le plan militaire, on s'aperçoit bien que la Russie continue à avancer. Ici, vous avez le rythme d'avance journalière des forces russes depuis octobre 2023 jusqu'au mois d'avril. Et vous remarquez que c'est des chiffres qui vous donnent le nombre de kilomètres carrés par jour. Et vous remarquez que, alors évidemment, il faut faire ça comment dire, en données corrigées des variations saisonnières, comme on dit pour l'économie. Et vous remarquez ici que pour 2025, pour le printemps 2025, on est nettement plus élevé que pour le printemps 2024 et évidemment encore plus élevé que pour le printemps. Bon, le printemps 2023, vous ne l'avez pas ici. Mais en gros, chaque année, on s'aperçoit que les Russes augmentent le rythme de progression et on risque d'avoir des pics qui vont, durant l'été, au moment où les terrains sont plus secs, où il est plus facile d'avancer avec des matériels mécanisés dans le terrain, eh bien, on aura probablement des chiffres qui seront comparables ou peut-être supérieurs à ce qu'on a eu dans la deuxième moitié de 2024. Donc voilà, déjà cette situation, on voit que sur le terrain, rien ne parle en faveur de l'Ukraine. Et puis, il y a la question des pertes. Alors ici, je reviens avec ma source habituelle concernant les pertes russes, tout en devant admettre qu'il s'agit de chiffres qui sont calculés par l'opposition russe et par la BBC britannique. Donc on est avec des chiffres qui sont probablement surévalués par rapport à la réalité, mais qui ont au moins le mérite d'avoir une méthode et non pas d'être comme nos journalistes, d'avoir des chiffres qui sont au doigt mouillé. Alors donc je prends ces chiffres-là, mais vous voyez qu'aujourd'hui, le nombre de pertes russes au total pour l'opération militaire spéciale s'élèverait à un peu plus de 100 000 hommes pour la Russie. Pour l'Ukraine, la situation est un petit peu différente et on arrive à des chiffres qui sont calculés par une organisation, cette fois-ci ukrainienne, qui ne sont pas évidemment le gouvernement ukrainien, qui lui travaille uniquement que par la propagande. Ici, on est avec une activité ukrainienne citoyenne, qui est évidemment jamais évoquée par nos médias, mais que j'ai évoquée dans certains de mes livres d'ailleurs, qui parle de mort, pas simplement de perte, hein, mais de mort. Parce que quand on parlait ici, on parle de perte. Ça, c'est aussi important. Hein. On est dans des pertes. Les pertes, ça veut dire les blessés et les morts. Ici, on est dans le nombre de morts. Et quand vous regardez l'évolution, vous voyez qu'on a en bleu la courbe qui est faite avec tous les chiffres qui ont été calculés par cette firme ukrainienne des pertes ukrainiennes. Alors, eux-mêmes évaluent, parce qu'ils utilisent aussi des algorithmes pour calculer ça, et ils pensent que leurs algorithmes sont légèrement surévalués et que par conséquent, le nombre réel se trouve environ 10, 15, 20% plus bas que les chiffres annoncés. Donc on serait aux environs, aujourd'hui, non pas de 720 000 morts, mais probablement de 660 000 morts. C'est pour ça que j'ai mis ces deux lignes pour l'Ukraine, la ligne des chiffres annoncés par cette ONG ukrainienne, et puis la ligne, disons, corrigée, mais qui est corrigée en fonction d'algorithmes calculés. Donc, on est sur quelque chose qui reste quand même extrêmement diffus. Et puis en bas, vous avez le nombre de pertes russes, c'est-à-dire en haut, vous avez les morts, ici, vous avez morts et blessés. Donc, vous voyez qu'on est dans un rapport, d'ailleurs, comme l'avait dit Monsieur Danilov, qui faisait partie du Conseil de sécurité, qui était le président du Conseil de sécurité ukrainien, il y a un rapport de 1 à 7 dans le nombre de morts entre Russes et Ukrainiens. Et ça, les chiffres d'ailleurs de cette ONG correspondent à ce qu'avait dit Ursula von der Leyen en septembre 2022, où elle avait parlé de 100 000 morts ukrainiens. Le Mossad lui-même, en janvier 2023, avait parlé de 157 000 morts, et on voit que c'est très très proche des chiffres qui avaient été annoncés par cette ONG ukrainienne. Et puis, le journaliste Revetchuk, qui était
qui est un journaliste assez connu en Ukraine. Il avait évoqué en septembre 2023 le nombre de 285 000 morts, et vous voyez qu'on est à peu près à 280 000 selon l'ONG. Donc on a des chiffres qui, semble-t-il, sont assez réalistes du côté ukrainien, et qui montrent que effectivement les Ukrainiens ont un vrai problème de personnel, et en tout cas beaucoup plus de problèmes de personnel que les Russes. Et là, on voit donc cette situation qui se dégrade. Quand on regarde le moral des troupes, le New York Times vient de sortir un article qui dit qui est en fait un article dans lequel je pense il voulait montrer que, au départ, il voulait probablement montrer que les troupes russes étaient démoralisées, etc. Et pas du tout. Dans cet article, on constate que les soldats russes voudraient que la guerre se termine, ça, on peut le comprendre, mais d'un autre côté, ils veulent pas que ça se termine sans que ce soit une victoire russe, en quelque sorte. Et donc, ils sont prêts à continuer la guerre jusqu'à ce qu'il y ait des négociations. Et ça, c'est donc comment dire, un document de tout récent du New York Times qui montre que les Russes sont partagés, et je vais montrer tout à l'heure des statistiques, qui témoignent du fait que les Russes ne sont pas pour la guerre, mais ils ne veulent pas, ils sont dans une situation où ils ne veulent plus accepter d'être manipulés par les Occidentaux et par les Ukrainiens. Et on le voit très bien d'ailleurs dans les chiffres de la popularité de Vladimir Poutine, qui ne faiblit pas, qui reste à 87%. C'est les chiffres du centre Levada, que j'ai repris toujours, je reprends le centre Levada, qui est considéré comme un agent étranger d'ailleurs par les autorités russes, parce qu'il est financé en partie par les Américains, et notamment par la National Endowment for Democracy, la NED. Enfin, il l'était, puisqu'aujourd'hui, ces financements sont remis en question, même s'ils ont repris apparemment. Mais toujours est-il que ce centre Levada, il a l'avantage de faire chaque mois, il pose toujours les mêmes questions. Et par conséquent, on peut faire des comparaisons d'un mois à l'autre sur les résultats. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'autres instituts de sondage en Russie, mais ils ne posent pas toujours tous exactement les mêmes questions, ce qui fait qu'il n'est pas toujours facile de comparer d'une fois à l'autre les résultats. Ici, avec Levada, ils posent toujours les mêmes questions. Et c'est la raison pour laquelle on peut comparer ici ces 87% d'opinion favorable de Vladimir Poutine qu'il a depuis l'offensive de Koursk. D'ailleurs, l'offensive de Koursk a reboosté cette popularité. Je rappelle qu'avant l'opération militaire spéciale, la popularité de Vladimir Poutine tournait entre 65 et 70%. Et avec l'opération militaire spéciale, elle a passé à 83%. Donc, c'est un élément assez intéressant. Mais quand on regarde les statistiques un peu plus loin, on s'aperçoit qu'effectivement, comme le gouvernement russe, qui a toujours dit qu'il était favorable à la négociation, on s'aperçoit que la population russe est également majoritairement favorable à une solution négociée. Aujourd'hui, on est à 61% de la population qui apparemment est favorable à la négociation et 30% qui est favorable à la continuation des opérations militaires. Et le paradoxe apparaît encore plus fortement quand on voit le soutien à l'opération militaire spéciale, et on a toujours ici, depuis pratiquement le début de l'opération militaire spéciale, un soutien de environ 3/4 de la population pour l'opération militaire spéciale. Donc vous voyez un petit peu, il y a un côté assez paradoxal là-dedans. Il y a d'un côté, les gens sont favorables à la négociation, ils sont favorables à une solution négociée avec l'Ukraine. D'un autre côté, ils sont favorables à l'action militaire qui a été déclenchée par le gouvernement, c'est-à-dire Vladimir Poutine. Et ceci s'explique sans doute par le fait qu'ils pensent que les Ukrainiens ne seront pas capables d'arriver à une solution négociée raisonnable sans qu'il y ait une pression militaire derrière. Et c'est un petit peu ce que l'on observe d'ailleurs quand on parle des conditions qui ont été posées par la Russie pour l'ouverture de négociations. Je vous rappelle que les deux conditions que j'ai évoquées tout à l'heure sont pour l'ouverture de négociations. Ce n'est pas des choses qui sont négociables. C'est la base, le fait que les 4 oblasts, Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, soient libérés de la présence ukrainienne est une condition initiale. Donc, c'est plus négociable du tout. Pas plus que la question de l'OTAN. Voilà. Donc, on a finalement, dans cet apparent paradoxe, on a une forme de cohérence que l'on observe.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure des mensonges, et là, il est intéressant de voir les mensonges qui essayent de montrer qu'il y a des faiblesses dans le système russe et qu'il y a des opportunités pour les Occidentaux de, comment dire, de prendre avantage sur la Russie à cause de ces faiblesses. Typiquement, Suisse Info nous annonce le 15 mai que Poutine a limogé le commandant des forces terrestres de l'armée russe. Alors, le commandant des forces terrestres, ceux qui ont suivi ou regardé les différentes parades militaires qui a lieu à Moscou régulièrement depuis quelques années, ont vu ce général, le général Salioukov, qui est ici et qui, soi-disant, aurait été limogé. Alors en réalité, il n'a évidemment pas été limogé, c'est évidemment un mensonge. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le général Salioukov est un général qui a atteint la limite d'âge pour commander les troupes, et cette limite d'âge, elle est fixée dans l'armée russe à 70 ans, et qu'à partir de 70 ans, il a été forcé de prendre sa retraite. Et donc, il est parti en retraite, mais on ne s'est pas simplement débarrassé de lui comme ça, puisque le Vladimir Poutine l'a nommé dans le Conseil de sécurité de la Russie. Donc, il a en fait été promu d'une certaine manière, il a un rôle plus politique que militaire, mais parce qu'à 70 ans, tous les militaires russes doivent quitter leur commandement, quand ils ont un poste de commandement. Et donc, on n'est de nouveau pas dans le mensonge, on est de nouveau dans le mensonge, en essayant de montrer que Poutine essaye de faire des purges, etc., etc. Mais le mensonge ne se termine pas là. Parce qu'évidemment que M. Salioukov a dû être remplacé par quelqu'un. Il a dû être remplacé par un nouveau général qui est le général Morvichev. Morvichev a été remplacé donc comme remplaçant de Salioukov le 16 mai de cette année, comme vous le voyez sur ce document du Kiev Independent. Alors, ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que Morvichev est en réalité un zombie. Parce que si on se réfère à notre chaîne d'État, notre chaîne de propagande d'État qu'est la RTS, eh bien, il serait mort. Et il serait mort le 26 mars 2022. Alors évidemment, ça fait un mort, quoi. Et lui était commandant, donc Morvichev était commandant des forces en Ukraine, et il a évidemment dû être remplacé par quelqu'un d'autre aussi. Et il a été remplacé par le général, maintenant je n'ai plus son nom, il faut que je vérifie, c'est le Solochuk, voilà. Et comment Solochuk qui remplace le général précédent. Et le nouveau général, lui, c'est aussi un zombie, parce que le Solochuk était mort le 22 novembre 2024. Donc, vous voyez, on a une suite de fausses informations. On nous a prétendu que les Ukrainiens parvenaient à éliminer les généraux. Puis aujourd'hui, vous voyez ces généraux réapparaître tout simplement parce que nous avons été totalement désinformés. Nous sommes totalement désinformés sur ce conflit. Et cette désinformation sur le conflit, elle joue non pas en faveur de la Russie. Apparemment, c'est comme ça, parce que ça met la Russie sous un mauvais jour, si vous voulez. On dit, ah ben voilà, ils perdent leurs généraux, ils perdent tout, c'est mal commandé, etc. Mais en réalité, le vrai problème de cette désinformation qu'on a, soi-disant, disons, contre la Russie, en fait, joue en défaveur de l'Ukraine. Parce que ça a conduit les états-majors occidentaux, y compris les politiciens occidentaux, à surévaluer les capacités de l'Ukraine et à ne pas mettre l'Ukraine dans le contexte réel dans lequel elle est. On a toujours l'impression que cette guerre, elle est toujours gagnable par l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle on la soutient. Et c'est la raison pour laquelle vous avez toutes ces pertes et qu'il y a. Si je reviens, n'est-ce pas, il faut peut-être voir sur ce diagramme ici, que l'accord qui a eu lieu en mars-avril 2022, toute la ligne qui est là, la statistique de l'ONG ukrainienne a commencé en septembre 2022. C'est pour ça que les chiffres ici commencent
les premiers chiffres venaient de octobre 2022. Mais vous voyez qu'on était à 100 000 à l'époque ici. On était à 100 000. Et aujourd'hui, on est à, disons, 700 000 grosso modo. Ça veut dire qu'il y a 600 000 personnes qui sont mortes uniquement parce qu'on pensait qu'ils pourraient éventuellement gagner. Alors que c'était déjà à l'époque, comme je l'ai dit dans mon livre, quand vous lisez mon livre Opération Z, qui se trouve derrière moi, eh bien, vous voyez qu'on savait déjà que tout ça a été perdu. Donc, tous ces morts sont morts pour rien. Sont morts pour rien. En fait, tous ces morts-là, tous ceux que vous avez sur cette ligne, sont tous des gens qui sont morts à cause de nos mensonges. Et c'est là que vient le problème. Et aujourd'hui, vous avez un phénomène curieux qui se passe. Vous avez typiquement aujourd'hui des gens qui s'attaquent à Keir Starmer, un Ukrainien accusé d'incendie criminel de la maison de Keir Starmer. Alors, on trouvera certainement quelque chose qui le liera à la Russie, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu d'autres exemples, parce qu'on a eu d'autres attentats. Et alors là, on a probablement, là, on vous dit que des agents de la Russie ont planifié des attentats. Ça, c'est le Blick. Alors bon, le Blick, c'est le Blick, ça fait partie de ces tabloïds qui font de l'information, c'est le fast-food de l'information, avec toute la mauvaise qualité que ça comprend. Mais on vous dit des agents de la Russie ont planifié des attentats à la bombe. Et ici, quand vous lisez le texte, on vous dit probablement sur ordre des autorités russes. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les Ukrainiens qui commencent à constater, et je parle de la population ukrainienne, je ne parle pas des dirigeants ukrainiens, la population ukrainienne commence à constater que ceux qui les ont poussés dans la situation dans laquelle ils sont, ceux qui ont causé tous ces morts, bien sûr, sont les Russes parce qu'ils sont en guerre, mais de manière plus perverse, ce sont les Occidentaux qui ont falsifié l'information sur sur la guerre et qui ont en fait transformé une réalité en une autre et qui ont faussé les mécanismes de décision. Et là, j'ai évoqué d'ailleurs sur cette chaîne, j'ai dit, nos journalistes devraient faire très, très, très attention. Non pas des Russes, mais des Ukrainiens. Parce que ces Ukrainiens voudront prendre une revanche contre ceux qui les ont trompés. Quand on a dit que Poutine était plus fort que les Ukrainiens, alors vous avez évidemment toutes les... ici, on vous dit vous êtes poutiniste, poutinolâtre, etc. Mais le fait de dire que la Russie était plus forte que l'Ukraine était le reflet de la vérité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et que la réalité qu'on a aujourd'hui dans les négociations à Istanbul montre que ce sont les Russes qui déterminent l'agenda, ce ne sont pas les Ukrainiens. Et donc, c'était une réalité que de constater ça lorsqu'on pouvait le constater. Le crime, c'était de faire croire que c'était faux. Et ce crime-là, il a été commis par nos journalistes. On va s'intéresser à l'offensive ukrainienne. On commençait à en parler un peu avec vous, Didier, dans la région de Koursk, démarrée le 6 août dernier. Offensive dont on disait qu'elle stagnait un peu récemment, mais alors est-ce que les Russes sont en train de réagir? Il semblerait que les troupes russes aient lancé un important assaut en direction des positions ukrainiennes dans cette oblast. Qui dit cela, Laura? C'est ce qu'affirme le site Deep State, Anne, connu pour... Et je ne dis même pas nos médias, parce que les journalistes, il faut personnaliser ça. Ce n'est pas simplement des entités abscons que sont les médias. Ce sont les journalistes qui ne travaillent pas en leur âme et conscience, qui travaillent en fonction d'un agenda et non pas en fonction de leur déontologie. Et c'est ça qui cause aujourd'hui cette évolution. Et je pense que nous devons en tirer les leçons, nous devons en avoir conscience, parce que nous avons poussé l'Ukraine dans cette situation. Nous l'avons poussé avant le conflit, nous avons poussé dans une situation où il devait y avoir une guerre, parce que nos médias n'ont jamais rien fait pour que les accords de Minsk soient mis en œuvre. Et si les accords de Minsk avaient été mis en œuvre, nous n'aurions pas cette guerre. Donc, nos journalistes sont responsables à 100% de ce conflit. Alors, nos politiciens le sont également, parce qu'ils ont eux aussi failli à leur métier. Ceux qui ont aussi failli, c'est les gens de mon ancienne corporation, c'est les gens du renseignement. Parce que eux aussi n'ont pas réussi à montrer aux dirigeants politiques la réalité de la situation sur le terrain. Et quand vous lisez les rapports sur la sécurité,
je parle de la Suisse, je parle de la Belgique, qui font des rapports réguliers sur la situation, vous apercevez que leurs informations vont à l'opposé de la réalité. Donc, il y a un manque d'intégrité, un manque de professionnalisme, un manque d'honnêteté, un manque de, comment dire, de déontologie, un défaut de déontologie dans ces gens. Et je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens peuvent, à juste titre, revendiquer une revanche. Je m'arrêterai là.